Salut, c'est moi, le Heidi du futur. Je me situe 4 semaines après le début de cet épisode, des prochaines images que vous allez voir. Et vous serez heureux d'apprendre que tout s'est passé comme prévu. Comme je l'avais dit pour la 424V, voilà, tout se passe comme prévu. Considérant qu'il s'agit d'une Maserati achetée à bas prix dans des conditions suspectes. Donc, commençons par le commencement et par le principal problème qu'il fallait résoudre. Enfin, le principal problème connu. C'est là que débute vraiment le projet de la Maserati 3200. Donc, un berceau avant de rechange. Il va falloir le traiter et le protéger avant de le monter. Histoire qu'il finisse pas comme celui en place sur la voiture et qui lui a valu la contre-visite au dernier contrôle technique. Ce qui peut se comprendre lorsqu'on voit les photos des soubassements. J'avais pas vu ça. C'est vrai que comme on a inspecté l'état du berceau dans un grenier pas très bien éclairé, ça m'avait échappé, mais manifestement il a souffert. Vous connaissiez la soudure à la pâte à joint? Maintenant, oui. Que voilà la magnifique trappe d'accès qui a été découpée. Et un beau travail de soudure. Là, on est dans le domaine du magnifique. Je vais me resservir de leur trappe pour récupérer les prisonniers dedans. Je vais évidemment virer les sortes de soudures dégueulasses qu'ils ont faites pour une raison qui m'échappe. Voilà, pour récupérer les prisonniers normalement. Ah, il y a toute une quincaillerie là-dedans. Visiblement, la soudure n'a pas fonctionné. Ah, il reste encore une rondelle. Je comprends l'idée, mais je ne comprends pas l'exécution. Parce qu'avec la boucherie qu'ils ont faite, c'est pas facile de voir les emplacements qu'on est censé avoir. Bon, voilà ce que j'ai fait. Je me suis percé 2 trous ici qui ont le bon anthrax en partant de l'autre côté. Voilà, c'est bien centré. J'ai pu confirmer que le trou à droite ici me permet de guider correctement une vis pour obtenir les mêmes écartements. Juste 2 points de soudure, ça devrait suffire à guider correctement. Je vais essayer de combler ça pour pouvoir repercer dedans. J'imagine que c'est là que je passe pour un gros attardé auprès de la communauté des soudeurs. Voilà ce que je vais devoir repercer. Maintenant qu'on a notre rondelle soudée là, je vais pouvoir guider ma mèche avec. J'ai trouvé des écrous à souder que je vais maintenir en mettant la vis en place. J'espère que l'écartement est bon. J'ai réussi à mettre les vis avec ma platine en place. J'ai soudé tout ce que j'ai pu, évidemment je peux pas faire le tour, mais normalement là ça devrait pas bouger. Avec un petit coup de bombe dedans, après je pourrais traiter tout au corps creux. Ça sert à rien de le faire maintenant, de toute façon il restera des trous après, donc je vais déjà passer la bombe, refermer et on aura déjà une bonne chose de faite. Ah, ça vaut pas la pâte à joint des véritables professionnels qui sont intervenus avant moi, mais ça devrait faire l'affaire, non? J'ai pas honte. Je trouve pas ça trop pourri, franchement. Bon, ça fait beaucoup de bordel pour ensuite juste y fixer la traverse qui supporte les radiateurs, mais au moins c'est d'équerre. Maintenant que je me suis occupé de ça, je vais déposer les 2 supports moteurs restés sur le berceau et on va le préparer pour son traitement de protection. Puisque le berceau est pourri sur ma voiture, on peut partir du principe que ça peut arriver à n'importe lesquels. Donc celui-là, il fait pas exception évidemment. Il a des traces de corrosion qui sont heureusement juste de surface, donc on peut largement le sauver. Encore à ce stade, il n'y a aucun trou, rien du tout. Mais on va le décaper et on va intégralement le poncer, le protéger et le repeindre.
Une bonne demi-heure plus tard, la rouille a disparu, mais va falloir s'assurer qu'elle reste au rang des absents, pas comme dans certaines franchises où le méchant revient toujours d'entre les morts. Bon, je vous cache pas que ça fait un moment que j'attendais ça. Là-dedans, il y a ma première livraison de tout ce dont je vais avoir besoin pour traiter ce berceau. Donc on a un nouveau sponsor permanent. C'est, comme le nom est indiqué sur les différents produits, Coliris. En fait, j'ai connu leurs produits par hasard puisque j'avais commandé pour la 8 et la 33. Donc vous pouvez voir que les préparations sont correctes en termes de colorimétrie. Bienvenue à Coliris. On commence par l'incontournable étape du dégraissage. Une fois que la pièce est propre et sans gras, je peux passer le convertisseur de rouille, et je salue le format en aérosol. D'habitude, c'est toujours une galère à appliquer au pinceau, alors très bonne idée. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais partout le produit agit, où il y avait donc un peu d'oxyde de fer, la teinte a viré un peu au violet. Voilà, maintenant que c'est traité contre la rouille, on va pouvoir sceller tout ça avec un après, et par-dessus l'après, on mettra un coup de peinture noire. Ce qui est plutôt confortable dans ce type de projet, c'est que j'ai pas la pression ni de la coulure, ni des insectes ou quoi que ce soit d'autre. Il faut juste que ça soit bien chargé, bien couvert et que ça tienne. J'irai pas regarder en dessous s'il y a besoin d'un polylustré. Après, 6 pour 1, bien épais. On avait dit 120 grammes. Voilà, ça fait une toute petite quantité. On va mettre 150. Hein. C'est vachement lourd comme produit, alors si on se base sur les poids qu'on met pour la peinture ou le vernis, bah, c'est un peu faussé. Quoi. Durcisseur, 33 grammes. Et j'opte pour 20% de diluant. Ouais, c'est un seau à glaçons. J'ai rien trouvé de mieux que ça pour l'instant. Ce sera toujours mieux que les bocaux en verre. J'ai bien tartiné. Surtout sur l'autre face. C'est la plus exposée. Ouais, toute la pièce a reçu une bonne dose d'après là. Il reste encore de la peinture à passer, et puis après, le plus gros chantier est à venir. Il faut falloir remonter tout ça. Vous avez aussi en stock de quoi me faire passer la technologie des poches souples. Ça facilite beaucoup la préparation, beaucoup le nettoyage. Et c'est filtré d'office, au moins j'aurais plus les problèmes que j'avais précédemment. Donc on a le bol receveur, une poche. Attends, hop. On ferme. Et on met la bague. Et on fait pas la connerie de retourner le pot, n'est-ce pas? Là, on est pas mal normalement. Voilà cette magnifique pièce qu'on ne verra absolument plus une fois qu'elle sera montée, mais bon, c'est pas l'objectif de toute façon. L'idée c'est bien que ça ne rouille plus. Bon, déjà vu qu'elle est plus soumise au climat de la Grande-Bretagne, ça devrait quand même se passer mieux. Voilà de quoi remplacer les filtres coniques de merde qu'il y a ici et qui sont incroyablement mal foutus, puisque là on a l'arrivée d'air frais et eux ils avalent tout l'air chaud qui monte, qui s'accumule contre le capot. C'est très intelligent. Et c'est pas la seule modification. On a aussi, comme je le redoutais, de magnifiques blow-off valves. Ils ont condamné le circuit d'origine. Et évidemment, les dumps d'origine, je les ai pas. Je vais devoir les payer très cher sûrement. On en a une autre ici, différente d'ailleurs, une HKS de ce côté. C'est pas les mêmes de part et d'autre.
Ah la vache, on est tombé sur un exemplaire assez bien pourvu en bricolage de merde. En plus, toutes les durites sont craquelées. Je pense que d'ici quelques temps, je vais pouvoir m'entraîner au lancer de dumb valve. Pour info, pour ceux qui l'ignorent, et c'est sans doute le cas de l'ancien propriétaire, si on n'huile pas ces filtres, ils filtrent rien. Autant rouler sans. À ce stade, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai testé toutes les méthodes possibles pour voir si le vilebrequin avait du jeu longitudinal. Oui, quand on achetait une Maserati neuve à l'époque, ils vous prévenaient pas que quelques milliers de kilomètres plus tard, le moteur ça va refaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un gros problème connu sur ces moteurs. C'est pas si bien documenté que ça, malheureusement pour l'instant. Et en plus, et surtout, il n'y a pas de solution. Mais je sais pourquoi la mienne n'est pas concernée par le problème, ou plutôt ne l'est plus. Parce qu'en observant les factures qui étaient fournies avec la voiture, puisque tout n'est pas noir en ce monde, j'ai quand même un petit historique. Voilà, investigation concernant le manomètre d'huile dont la pression tombe en dessous de 5 bars. Et visiblement le voyant scintille. Et bon, ils ont rajouté 2 litres d'huile quand même, alors le mal était sans doute fait. Ouais, c'est cette facture là, ici, remise en état du bas moteur avec réfection du vilebrequin notamment, remplacement et nettoyage des faces en contact avec les jeux de cale pour le jeu du vilebrequin. C'est le fameux problème qui touche ces moteurs. J'ai vu de l'autre côté, donc 7000 livres à peu près pour l'opération. C'était pas si cher à l'époque pour ce que c'est comme travail. Aujourd'hui, je pense qu'on paierait le double, quelque chose comme ça. Ça s'est produit à 45 000 miles. Aujourd'hui, elle en a 80 000 et quelques. Appuie sur l'embrayage. Ouais. 3-4 fois. Je ne vois ni ne sens la poulie de vilebrequin bouger, ce qui est plutôt un bon signe. Ok, attends. Bon, déjà, le béton bien lisse, c'est nettement plus sympa que de ramper dans les graviers. Vas-y, recommence. Il semblerait qu'on n'ait aucun des signes annonciateurs du problème. Il n'y a pas de conso d'huile et pour l'instant pas de jeu au niveau du vilebrequin. Et la pression d'huile a l'air de se maintenir, donc pour l'instant, c'est au moins un problème que j'ai pas avec cette voiture. Vous me ferez penser à acheter une bassine d'environ 4 mètres de diamètre pour récupérer les fluides des bagnoles conçues par des ingénieurs qui pensent qu'un robinet de vidange est superflu. Ah, on va pouvoir démonter l'une des pièces les plus connues de la Maserati 3200, son papillon à commande électronique à la con. Déjà qu'avec Magneti Marelli, les pièces les plus simples peuvent être en rade neuve dans leur emballage, alors là, quand ils se lancent dans l'innovation, vaut mieux rester à l'abri. Puisque vous me voyez démonter des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le berceau, vous vous demandez peut-être si avoir voyagé avec la SNCF ne m'aurait pas totalement déglingué le cerveau, donc je précise que l'objectif de tout ce démontage, c'est de s'occuper de la distribution et par la même occasion de contrôler et de régler le jeu aux soupapes si nécessaire. Autrement dit, oui, il y a un paquet de trucs à virer. Ah, là c'est bien fait, il y a des vis et 4 clips métalliques bien costauds. La calandre risque pas de se sauver, par contre la démontée donne l'impression d'arracher le pare-choc de la bagnole. Tout ça pour dévisser le serpentin de direction assistée pris sur l'armature du radiateur d'eau. Je peux donc le virer et décréter qu'il s'agit du modèle le plus bizarre que j'ai vu à ce jour. Il nous reste à enlever celui de la clim dont le circuit semble aussi vide que les caisses de Maserati dans les années 70. Alors ça, je l'ai jamais vu encore.
Un accordéon. Par rapport à la 424, la modernité a du bon. Donc un tendeur automatique, c'est grand luxe. Voilà, vider le circuit de direction assistée, je crois. Pour bosser confortablement. Par contre, là, il y a un truc que j'aime pas du tout. Des petites entretoises comme ça, qui tombent si on fait pas gaffe, hein, parce qu'elles sont derrière la pièce qui est vissée. C'est là que des fois, je comprends qu'on puisse désespérer de Maserati. Bon, on va pouvoir enlever le cache de distri, je pense. Mais dans quoi je me suis lancé encore avec cette pièce? Là, je m'aperçois avec étonnement et dépit qu'il y a des pièces qui ne sont pas démontables du faisceau électrique. C'est-à-dire qu'en fait, ça se remplace pas. Ok. Je cherche plus à comprendre. Ah, la douille de 10 a disparu, ça y est. Toujours aussi magique, ça. Voilà. Ça, c'était prévisible. Donc la position de calage, c'est celle-là. Il y a un minuscule coup de pointeau ici, en face de cette dent qui a déjà été marquée. Ici, il y a pas mal de repères aussi, mais en fait, il y en a un d'origine. Et ça nous indique l'entre-dedans à aligner avec ce point-là. Pareil de l'autre côté. C'est pas facile à voir. Et surtout pas très précis parce qu'il faut vraiment bien se mettre dans l'axe pour être sûr que ce soit aligné. Un tout petit peu bougé. Pour y arriver à la main. Comme je ne vais pas m'amuser à contrôler seulement la moitié des jeux ou soupapes, il faut déposer l'autre couvre-culasse également. Et il n'est pas super motivé à s'en aller. Très chiant qu'il n'y ait pas de point d'appui pour virer ce culasse quand même. C'est du plastique, ça va finir par péter. Ah, ça va bien. Et là commencent les festivités avec les trucs inattendus et indésirables. Une pastille de poussoir à l'aspect vraiment étrange. Ouais, je parle de ça. J'ai pas encore été touché ou essayé de tâter ni quoi que ce soit. Mais c'est vraiment bizarre. Non, c'est pas lisse. La pastille de poussoir, il faut absolument la changer, celle-ci. On va rester optimiste et continuer à sagement déposer la distribution. De toute façon, il faut le faire. De chaque côté, j'ai bridé un des arbres à cam pour que rien ne bouge. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque on va pas reposer de courroie neuve dans l'immédiat. Pas de remplacement prévu pour la pompe à eau et les galets étant donné qu'ils sont censés avoir été changés moins de 5000 km auparavant. Et effectivement, ils sont en parfait état de fonctionnement. C'est là en bon état. Je viens de remettre en place l'ancienne courroie de distri. C'est pas très grave, ça me fait un entraînement pour remettre la neuve plus tard. Ça évite de l'abîmer au montage parce que c'est pas évident quand même à faire. En fait, j'aurais dû commencer par mesurer le jeu aux soupapes. Et avec une courroie de distri, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai déjà vu qu'il y avait une cale de soupape qui était abîmée, donc celle-là, on va devoir la remplacer. J'espère que l'arbre à cam, le lobe n'est pas abîmé. Le jeu côté admission doit être compris entre 0,20 et 0,24 mm. Tout ce qui serait en dessous de 0,20 mérite donc un remplacement de cale.
Pour ma part, je me préoccupe pas des jeux excessifs, ils n'ont pas lieu d'être finalement. Dans tous les cas, je préfère trouver un jeu à 0,25 mm qu'à 0,19. Bah, c'est pas terrible, hein. Il n'y a aucune des soupapes d'échappement qui a le bon jeu, sauf une. Celle-là. À l'admission, il y a ces deux-là qui sont mauvaises. Le reste, ça va. Je vais faire l'autre banc, je pense que ça va pas être terrible non plus. Je pense que le jeu aux soupapes n'a jamais été fait sur cette caisse. Bah c'est bien, ça donne l'occasion de se faire du mal. Ouais. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Est-ce qu'on remplace l'arbre à cam ou pas? Après réflexion, compte tenu des 400 € requis pour l'outil qui permet de remplacer les pastilles sans plus de démontage, et vu qu'on va en avoir un bon paquet à remplacer, ben je vais déposer les arbres. Je trouve qu'il y a pas mal de traces suspectes à certains des injecteurs, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont été démontés une fois, mais pas réinstallés jusqu'au bout. Parce que là, clairement, ceux qui ont beaucoup de traces de suintement, ils sont pas enfoncés complètement dans leur logement, à mon avis. Ouais, ils les ont enlevés, ils les ont mis sur le rail, ils ont posé ça comme ça, ils ont vissé, puis voilà. Bah ça fuit, manifestement, depuis longtemps. C'est ça, super fort, ces vis d'admission. Je suis pas forcément obligé de retirer ce collecteur, mais au point où on en est, autant aller au bout des vérifications. Et surtout, ça me permettra d'avoir plus de place pour retirer les plaques qui sont situées à l'arrière de chaque culasse quand j'enlèverai les arbres à cam. Apparemment, ils connaissent pas les vis, la visserie avec les rondelles intégrées. Bizarrement, il en manque beaucoup. De l'autre côté, il y avait une rondelle à chaque vis de la rampe. Là, il y en a aucune. Au moins, c'est bien, on sait que ça a été démonté. Ce qui explique pourquoi les injecteurs fuient. C'est costaud à virer. On va pouvoir ramener la soufflette avant d'essayer de virer le collecteur, histoire de ne pas faire rentrer de la merde là-dedans. Règle élémentaire d'ingénieur mécanicien, toujours prévoir des trucs fixés au collecteur dans une position difficile d'accès. Et comme ça, on accède à la réserve de noisettes. Tout bon moteur en V doit disposer d'une réserve de fruits secs. Coup d'aspirateur fera pas de mal, je pense. Bon, j'irai toujours pas manger dans ce restaurant, mais ça va mieux quand même. Avant d'aller beaucoup plus loin dans ce chantier, on va faire un tout petit retour en arrière et on va prendre les compressions. Juste histoire de savoir où on met les pieds et éventuellement si le cylindre avec la soupape dégueulasse, enfin la pastille de poussoir de cette soupape dégueulasse, si ça a une incidence ou une cause ou si ça vient d'un problème plus grave. Donc il y a une petite checklist à respecter. Le circuit d'huile doit être fermé, donc j'ai remonté le radiateur d'huile, j'ai remis le collecteur d'admission, mais vraiment juste posé, hein, c'est histoire que ça vale pas n'importe quoi. Toutes les bougies sont enlevées. L'ADA rebranché. Donc le circuit de carburant est ouvert, alors on va tout de suite aller virer les relais de pompe à essence. Normalement c'est ces deux là. Ah bah une main quand même, c'est chiant. On peut faire un test. On va juste mettre le contact, voir s'il y a de l'essence qui pisse. A priori non. Ce qui est bon signe. Parce qu'il manquerait plus qu'on foute le feu et que cette Maserati finisse dans les flammes, par tradition. La distrie, normalement, elle est suffisamment bien remontée pour qu'on puisse faire tourner le moteur. La batterie est pas très vive, hein. Alors, cylindre 2 maintenant. J'ai branché le booster pour voir. 7 bar 5 à peu près. Pareil. 7 bar 5 toujours.
Là, vu tout ce qui est débranché, je ne veux même pas savoir le nombre d'erreurs qui ont été générées au niveau de l'essieu. Alors que je branche la valise et que je vire tout ça avant le premier gros vrai démarrage qu'on fera, une fois qu'on aura réglé tous nos problèmes, si ça arrive un jour. 6/5, donc on est toujours dans la norme. Sur celui-là, on est plus proche des 7 que des 7,5. Et bizarrement, ça correspond à notre pastille dégueu. Légèrement au-dessus de 7. Le problème, c'est que là, on n'a plus de booster. Il s'est mis en sécu. C'est un peu moins de 7/5. Vous vous dites sans doute que je fabule et que cette barre c'est vraiment pitoyable et inquiétant comme valeur, mais faut bien se rappeler que on est sur un moteur turbo assez ancien, donc fortement décomprimé, et qu'à force de l'utiliser, j'ai bien saisi que ce compressiomètre était du genre pessimiste. Donc on va se focaliser sur les disparités des valeurs et décréter qu'il n'y a rien de dramatique dans ces mesures. La suite. Vous connaissez le concept de la checklist. On prend un tableau blanc ou un bout de carton ou n'importe quoi, puis on place la liste des tâches à accomplir pour arriver au but. Et moi j'ai un autre concept, la checklist mentale. L'avantage, c'est que des fois on gagne du temps parce qu'on oublie certaines étapes. L'inconvénient, c'est qu'on oublie certaines étapes. Donc on va faire le tour de ce qu'il y a à faire ensemble. Et il y a un paquet de choses avant de pouvoir descendre ce berceau si on y arrive. Mais on va s'y mettre tout de suite. Alors, il faut déjà que je retire la protection thermique ici pour pouvoir accéder aux vis de la tête d'amortisseur. De l'autre côté, j'ai pas ce problème, c'est plus accessible. En dessous, les supports moteurs, je sens que ça va être un peu chiant. On a la crémaillère. Ensuite, côté train roulant, si je me souviens bien, les flexibles de frein sont reliés aux canalisations sur des sortes de petites pattes sur le berceau. Donc en fait, je vais être obligé de les défaire. Donc peut-être que je gagnerai du temps en laissant les étriers en place. Par contre, les roues, je vais les enlever. Ça fera du poids de gagner. Et après, on devrait être pas trop mal. Il restera genre du capteur ABS ou capteur d'usure, ce genre de conneries. Ça devrait pas être trop chiant à ce niveau. On va remettre ça. Ce matin, Freddy est venu me déposer la traverse de support moteur. En regardant la voiture, il a trouvé quelque chose que j'avais pas remarqué moi. L'échangeur de ce côté, il est explosé en bas. Là, je vais défaire le collier et il y a un beau morceau qui va y tomber normalement. Oui, parce qu'en plus des trucs que j'ai listés et qui doivent être démontés pour virer le berceau, il y a aussi ces échangeurs qui sont soutenus par des pattes fixées sur ce berceau justement. Et les vis côté intercouleur sont notoirement connus pour être quasiment indémontables. Je précise qu'on me l'a prêté ce truc. Évidemment pas sponsoring. Il y a eu de la casse. Ça c'est de la rotule bien naze. Évidemment au CT il n'y avait rien de marqué à ce sujet. Je pensais que les vis des supports moteurs allaient poser problème, mais en fait non, avec la machine, ça a été très bien. En ce moment, je trouve ça plutôt sympa de faire ça. Dans quelques temps, ce sera plus le cas. Quand il fera 0 degré, là je rigolerai moins. Bon, j'ai jamais utilisé ce truc là, mais ça doit pas être bien compliqué. On va juste essayer de pas défoncer la bagnole en l'utilisant. Desserrer les vis du berceau, mais avant je vais quand même mettre des chandelles au cas où.
Normalement on y est. Ah bah c'est bizarre, le berceau bouge pas. Je me demandais pourquoi le berceau descendait pas, mais c'est normal. Il y a aussi des vis là. C'est pourquoi on le fait. Bon, tout le monde aime les tours de magie normalement. Je vais vous en montrer un. Vous avez vu ce contrôle technique du 17 octobre? Et il y a un certain nombre de points en contre-visite, dont un problème de pollution. Ici, la valeur elle est à 1,68. Et 2 jours plus tard, le 19, on a un contrôle technique, pas une contre-visite, un contrôle complet, vierge. C'est magique. Avec une pollution dans les clous, aucun problème avec ça. Et autre tour de magie, passe quelques années et on se retrouve de nouveau avec un problème de pollution, comme c'est bizarre. Et tour de magie supplémentaire l'année suivante. Alors, contre-visite pour le berceau, ça on avait vu, mais oh bah c'est bizarre, il n'y a pas de problème de pollution. C'est fou ces voitures qui se réparent toutes seules quand même, hein. Puis qui retombent en panne d'ailleurs sans aucune raison. Sachant qu'il n'y a rien qui a été fait sur cette caisse à ce niveau, hein. Les sondes lambda, ça fait longtemps qu'elles sont dessus, il n'y a rien qui a été changé depuis bien longtemps. On verra au prochain contrôle technique ce qui s'est réparé tout seul et ce qui est de nouveau tombé en panne sans raison apparente. Maintenant il n'y a plus qu'à interchanger tout ça et à commander les pièces qui sont pétées, l'échangeur, la rotule de direction à gauche, il y a 2 biellettes de barre stabilisatrice. Et ça m'emmerde de les avoir ici. D'après l'historique de la voiture, il semblerait que ce soit un équipement qui a été installé après coup. Je m'en serais bien passé vu sa fiabilité. Bon, plan d'attaque pour aujourd'hui. On va transférer les pièces, mais je pense que je vais pas le faire au sol, ça. Et merci à toi, abonné, pour m'avoir envoyé ces 172 paires de gants. Et là, tout se passait un peu trop bien. J'ai remarqué un truc pas cool. C'était caché derrière du joint. Les attaches du berceau supérieur sont arrachées. D'un côté et de l'autre. Donc faut d'abord que je les ressoude avant de réinstaller tout ça. Là, j'ai fait la partie la plus facile. C'est la plus visible aussi. Mais à ce stade, on n'est pas beaucoup plus avancé finalement parce que il reste le côté intérieur à souder. Là, sans enlever moteur. Ici, je sais pas trop comment faire. C'est bizarre, hein, je crois que c'est un défaut de conception encore. Bon, bah, je peux vous dire que ça, c'est le genre de soudure qui picote parce que vous voyez l'état de mon t-shirt. Faut pas être trop douillé pour la faire, cette soudure là. J'étais pas mécontent de ce que j'avais fait de ce côté. Et ici, je sais que c'est moche. On dirait une accumulation de pâté. Mais je vous assure que les premiers points de soudure que j'ai fait pour relier le longeron en prisonnier, ça a bien pénétré. J'ai fini comme ça, comme j'ai pu. Et l'autre côté, je sais pas, faudrait quand même relier de nouveau les deux. Et puis il y a toujours la problématique du feu, quoi. Chauffer autant dans ces sections là, en fait, ce que je redoute, c'est qu'à l'intérieur du longeron,
les couches de protection s'enflamment et puis là, on peut perdre la bagnole, je pense. J'ai comblé le creux qu'il y avait entre le prisonnier et le longeron. Et ouais, je pense quand même que là, si ça arrive à s'arracher, c'est un gros morceau de la bagnole qui va se barrer. Donc ça peut vous paraître moche, mais en fait c'est simplement que j'utilise un diamètre de fil un peu trop fin pour l'espace qu'il y avait à combler. Mais bon, ça fera le job, croyez-moi, c'est du costaud là. Et comme je me suis roulé par terre dans toutes les petites merdes de métal, rouillées ou pas, j'ai l'impression de m'être habillé avec des rouleaux de laine de verre, ce qui est peu agréable. Voilà, berceau réinstallé. Pas de soucis particuliers, j'ai remis les cales de chaque côté, c'est bon. Typiquement le genre de truc que j'aurais pu oublier. Je pense que je redéposerai la traverse pour la refaire en même temps que cette saloperie de carter de ventilation là-bas tout rouillé. A priori, c'est derrière ces solénoïdes. Je sais pas exactement si c'est ça, mais ça fait le même rôle. Il se trouve une petite roue dentée métallique et quelquefois elle est cassée. Celle-là est nickel. Celle-là aussi nickel. Donc il va falloir s'intéresser à ceux à l'arrière peut-être. Il y a encore des cales. Je me suis demandé pourquoi d'un côté il y avait un ressort en bon état, l'autre complètement rouillé, et en regardant les comptes rendus des précédents contrôles techniques en Angleterre, j'ai trouvé qu'en fait en 2007 il y avait eu un ressort de cassé. Bon, je ne savais pas ce que ça signifiait near side et off side. En fait, near side pour eux c'est côté passager, donc c'est à gauche, notre côté conducteur. Et donc si vous ne connaissiez pas, c'est un site gouvernemental, hein, Check MOT. Et si vous avez une bagnole qui était précédemment anglaise ou qui l'a encore, vous pouvez la regarder, c'est facile. D'ailleurs c'est assez drôle d'aller regarder toutes les plaques des essais d'époque pour voir si les caisses roulent encore. Après ça, respectant un ordre sans aucune logique apparente, j'ai déposé l'échangeur abîmé parce que maintenant que le berceau est remplacé, il faut se remettre sur la problématique de la mécanique. Je vous avais parlé des vis qui posaient problème concernant l'échangeur, je crois, alors on va faire de la place pour s'en occuper. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec tous ces morceaux? Ça c'est l'attache qui a cassé. Et puis il y a ça. J'ai quelques morceaux là, il en manque. En attendant de trouver un pas trop cher, ça dépannera peut-être. Je vous déconseille de faire ce que je vais faire parce que s'il y a un truc qui se décolle ici, je vous fais pas un dessin, hein, ça va dans le turbo. Soyez pas trop impressionnés par cette incroyable réparation. Bon, pour être franc, c'est très moche. C'est de la colle bicomposant vraiment costaud pour le coup que j'ai mis en place et que j'ai meulé avec une petite fraise. Si j'arrive à trouver un échangeur de rechange, j'opterai quand même pour une pièce en un seul morceau. Regardez ce que je ramène. Donc ça c'est bien déjà. Ça c'est pas mal. Surtout
il y a ça. Et avec ça, on va pouvoir se sortir de la merde, j'espère. Et donc il est largement temps de déposer les arbres à cam du moteur. On va éviter le cas de figure. Oh merde, j'avais pas prévu que ça allait bouger. Et on va faire une petite marque. C'est orange. Et là on est jaune. Maintenant il faut réussir à déposer les couvercles à l'arrière. Il y a aussi les carters arrière de distribution à virer pour pouvoir sortir les arbres. Ça va bouger dans... Il y a une vis et une rondelle à la con. Voilà. Ah non, pas deux rondelles. Ok. Enlever la clé de verrouillage pour pouvoir virer la rondelle. C'est bizarre, mais j'ai tendance à appréhender un peu l'opération. Elle vient. Pas du tout serrés tous de la même manière. Peut-être bien déjà eu une défense précédemment. On dirait bien que nous sommes entrés dans un monde de merde. Vous voyez ces arbres à cam? Vous voyez ces rayures sur toutes les portées? Et je vous épargne pour l'instant le pire de ce côté. J'y reviendrai après avoir fait la même chose à droite pour voir si la situation est véritablement catastrophique. Je crois qu'il est temps de vous parler de mon état d'esprit d'hier et pourquoi quand j'ai démonté les arbres à cam j'ai strictement rien dit. C'est qu'en fait j'étais extraordinairement dépité. Je le suis un peu moins de ce côté parce que les arbres à cam étonnamment sont bien moins moches alors que les dégâts les plus visibles étaient sur celui-là, sur cette cam. Sur ce banc je suis beaucoup moins navré par l'état des arbres à cam et des portées. Ça change pas que le moteur il en a pris un sacré coup et qu'en principe il faudrait changer un sacré de pièces, voire même peut-être le moteur. Mais bon, il faut bien trouver du positif quelque part. De ce côté, les pastilles sont un peu marquées, mais ça n'a rien de comparable avec l'autre côté. Je vais vous montrer, hein, c'est moche. De l'autre côté, c'est vraiment très moche. Dans le côté opposé, il y a cette pastille qui est absolument ignoble. Je vous raconte pas la sensation qu'on a en passant l'ongle dessus. À côté, c'est pas trop mauvais encore. Celle-là, c'est pareil, il y a une rayure assez sensible. Là, il y a une usure bizarre concentrique. Ici, pareil. Là, c'est bien. Là, il y a une petite rayure, mais ça va encore. Ici, bien usé, bien usé au milieu. Et le plus gros problème en fait c'est toutes les portées. Les portées d'arbre à cam, elles sont toutes rayées. Et voilà ce que je vous avais pas montré. Là on a les chapeaux des arbres à cam et ouais ils sont tous... Bon, alors celui-là c'est peut-être le moins pire. Voilà, la plupart ouais, ils sont des dégueulasses qui se sentent. Et les arbres à cam, je vous raconte pas l'état. Enfin si, je vous raconte, ils sont ignobles. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que la caisse a manqué d'huile à un moment, mais... Ah la vache, c'est pas bon du tout. Parce que là, le budget de remplacement des 4 arbres à cam, à raison de 800 € l'unité, en occasion, c'est pas possible, j'ai pas les moyens.
Et là, il faudrait aussi changer les boîtiers d'arbre à cam et tous les chapeaux qui sont marqués, quasiment tous. En plus de chaque pastille, on va tout cumuler, ça fait un bon budget. Hein. Là, je peux pas me le permettre, c'est clair et net. Déjà, je pense pas que la bagnole vaille le coup, malheureusement, parce que c'est une conduite à droite. Et là, c'est un peu rédhibitoire. C'est stupide de balancer beaucoup d'argent là-dedans, parce qu'elle vaudra jamais grand-chose. Si jamais j'ai besoin de m'en séparer un jour, clairement, ça sera pas dans cette configuration. Là, je suis marié avec, tant que j'ai pas changé de moteur. Donc voilà, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais elles sont ce qu'elles sont. Après avoir vu toutes ces sordides marques de maltraitance, j'ai voulu en savoir le plus possible sur l'état du reste du moteur, donc j'ai poursuivi mon démontage plus bas. En commençant par le bouchon de vidange, histoire de voir si je récoltais plus de paillettes que d'huile d'olive. Et puis le carter d'huile a suivi. Vu la tronche des arbres à cam, et dû au moteur en général, j'aurais bien aimé pouvoir avoir une idée de l'état des coussinets. Mais même en enlevant la plaque anti-déjaugeage, en fait on n'y accède pas. Ce moteur il est totalement fermé. Le vilebrequin qui est là-bas, il est enfermé entre cette section du carter et le haut. Donc il n'y a aucun moyen de voir quoi que ce soit et encore moins de démonter un chapeau de vilebrequin ou de bielle. Donc il va falloir regarder dans le carter ce qui s'y trouve. J'ai rien trouvé au niveau de la crépine. Voilà, il n'y a rien de spécial. Et en dessous, on verra s'il y a des particules d'aluminium ou de métal, n'importe. J'ai tout de même trouvé un morceau. Allez savoir d'où ça peut venir ce truc. C'est gros, hein. C'est déjà un gros morceau, ouais. Il y en a un deuxième là. C'est pas le genre de truc qu'on aime voir, évidemment. Ouais, c'est de l'aluminium. Voilà, il me restait plus qu'à remonter le carter après avoir nettoyé la crépine des quelques résidus de pâte à joint. À force de jouer la carte de l'optimisme, au moment d'acheter des voitures à bout de souffle, on finit fatalement par se prendre les pieds dans le tapis. Et le tapis, dans le cas présent, il est du genre XXL. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça? Donc, on se donne rendez-vous, même jour, même heure, un de ces quatre. Ciao!